Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de Révélation Phoenix qui va traiter de comment trouver et activer sa propre résilience. Et bienvenue dans la saison 1 qui va traiter de la connaissance de soi, apprendre à se connaître. Pour cette première saison, un épisode qui sortira tous les vendredis à 18h30. C'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai compris. Partageons. Alors dans cet épisode, j'aimerais vous parler des relations que nous avons avec les gens et en quoi ça peut être un piège pour nous aider à nous connaître vraiment. Alors attention, nous avons besoin de relations, nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de chéris à chérir. Nous sommes quand même des animaux de meute. Et n'en déplaise aux phobiques de la dépendance, nous avons besoin d'interdépendance entre nous. Mais dans notre monde moderne, les relations ne sont plus les mêmes qu'avant et nos relations sont aussi devenues des objets de consommation. Et en plus, l'objectivité de nos relations, nous concernant, notre fonctionnement est vraiment toute relative. Et donc, elle est sujette au doute, surtout sur le sujet de nous aider à mieux nous connaître. Avant, les relations, elles étaient figées dans la ligne du temps. Il fallait faire avec, on ne bougeait pas de l'endroit où on était, on ne bougeait pas du travail qu'on faisait, on ne bougeait pas de la relation maritale avec laquelle on était. On était plus ou moins condamné à suivre la voie tracée, le lieu, les proches, le conjoint, ça restait les mêmes sur notre ligne du temps, et la problématique était plutôt de réussir à l'accepter. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde de choix multiples, permanents, et y compris dans nos relations. Aujourd'hui, garder une relation, que ce soit en couple ou en amitié, ce n'est plus aussi pérenne qu'avant. Alors il y a un avantage, on peut se défaire de relations destructrices plus facilement. Par contre, il y a un désavantage, c'est qu'on a la fuite facile. Nous défaisons facilement une relation lorsque l'autre n'agit pas comme notre ego le souhaite. Au lieu de remettre en question notre propre part de responsabilité et au lieu d'essayer de comprendre l'autre, on considère que l'autre ne nous correspond pas et hop, on casse le lien, on casse la relation et on passe à autre chose. Toutes nos relations sont devenues potentiellement hyper fugaces. Aujourd'hui, du jour au lendemain, nous pouvons perdre des liens avec des gens qui nous importent, un conjoint, des amis, des collègues, un patron et même un enfant. Les gens ont tellement de choix dans leur vie, tellement de gens qu'ils rencontrent dans leurs relations qu'ils ne font plus du tout d'efforts pour se relier à l'autre. Et si cela ne résonne pas avec leur ego, leurs manques, leurs peurs, leurs exigences et les refus de leur ego. C'est ça qui fait le creuset du piège de certaines de nos relations. Alors, dans les relations, on a plein de personnages différents autour de nous. On va avoir ce que j'ai appelé le projectionniste, c'est-à-dire le peureux ou le colérique, sont des personnes qui ne gardent pas en eux leurs émotions négatives et qui projettent sur la personne en face d'eux. Ils balancent leur trop-plein par paquet et à vous de vous débrouiller avec. Pour ceux qui ont eu l'expérience d'une séparation avec leur conjoint, vous avez forcément vécu cela. Le pote, l'ami qui vous affirme que votre ex va se comporter comme ceci ou comme cela, qui va vous piéger, vous faire du mal à vos gosses, vous espionner, blablabla. Et souvent, le tout est en lien avec sa propre histoire et pas du tout avec les faits qui vous concernent vous et le comportement du moment de votre ex. Et ils veulent vous pousser, vous, à avoir un comportement peut-être souvent d'ailleurs guerrier, sans même se poser la question de savoir si ça va vous correspondre, parce que ça résonne avec leur propre histoire. Et même si vous vous connaissez tout de même assez à ce moment-là, je vous jure que ça a un impact forcément sur vos perceptions et donc sur votre comportement. C'est aussi pour cela que se connaître soi et ce que l'on veut est très important avant de vivre la crise, pour être le moins manipulable possible à ce genre de projection. Dans les autres personnes qu'on rencontre autour de nous, on a le dépendant. Oui, oui, tu as raison. Il a tellement peur de te fâcher ou même de te perdre, il va dire amen à tout ce que tu voudras lui dire. Il cherchera à te maintenir dans ta zone de confort à toi,
dans tes certitudes à toi, c'est impossible de voir en soi avec eux. Il se plie en quatre pour vous, il veut que tu aies sa vision de toi-même et non la tienne, parce que sinon il a trop peur que tu ne maintiennes pas le lien avec. Dans les personnalités que je classe comme dépendants, il y a aussi l'autoritaire. C'est-à-dire l'autoritaire qui veut que tu te comportes comme lui le voit, avec sa vision du monde à sa manière. Il te donnera des injonctions, des conseils de comportement à respecter. C'est comme ça qu'il faut faire. Tout ça n'est pas en lien avec qui tu es. Après, autour de toi, il y a les manipulants. Alors, tu as les méchants et les gentils. Tu as les méchants, c'est celui qui va s'accrocher au poignet de tes peurs pour te faire croire que tu es ceci ou que tu es cela. Tout ça pour garder un pouvoir sur toi et pour pouvoir t'évincer ou garder un pouvoir existant sur autrui que tu mets en danger par qui tu es. Celui qui sentira intuitivement tes points d'accroche pour obtenir ce qu'il souhaite au détriment des autres. Bien sûr, il va pas te montrer qui tu es, il va pas te montrer tes poignets, il va pas te montrer tes peurs. Par contre, après coup, c'est une bonne source d'information. Mais comment cette personne a-t-elle pu me conduire à telle certitude ou à telle action? Le problème, c'est que ça nous donne des informations après la crise. C'est quand même pas top. Et il y a les manipulants gentils. Celui qui va aussi s'accrocher au poignet, les mêmes d'ailleurs, pour obtenir du positif en toi. Il va obtenir de l'amour, il va obtenir de l'écoute, il va obtenir de la bienveillance. Il va intuitivement t'amener à l'aider à se sentir mieux. Le problème, c'est que quand tu es dans une situation où tu n'as plus les ressources, toi, pour lui fournir sa drogue, dans ce cas-là, bonjour le retour de bâton. Il va s'amuser à titiller à fond les poignets et ça va réveiller beaucoup de culpabilité, mais ça va pas forcément t'aider à comprendre comment tu fonctionnes. Après, tu as l'esprit fermé. Tu dois, il faut, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est bien souvent dans la famille qu'on les trouve ceux-là. Ceux qui savent tout ce qui est bon pour toi, tout ce qu'il te faut. Ils ont décidé pour toi ce pourquoi tu es doué et tu n'as pas ton mot à dire. Il y a l'ami de toujours qui existe quand même dans certains cas, qui est inconditionnel. Mais attention, tu n'as pas besoin de changer ou d'évoluer pour lui. Donc est-ce qu'il va t'aider à te connaître? C'est pas si sûr. Et puis heureusement, il y a aussi autour de nous des gens qui sont neutres, qui sont objectifs, ceux qui vont s'efforcer de ne pas raisonner à votre place, ceux qui vont s'efforcer de laisser de l'espace pour que tu trouves tes propres réponses, mais qui en même temps va te soutenir et te donner un avis. C'est l'ami, je vais l'appeler l'ami coach. Alors, concernant mon expérience personnelle, faut savoir que j'ai idéalisé l'amitié depuis le lycée. Pour moi, c'était la panacée. Et ça s'est étendu à ma vision concernant l'ensemble des relations que j'avais. C'est-à-dire que tous les gens autour de moi, je me suis mise à les idéaliser. Que ce soit le conjoint ou les relations amicales, je ne voyais et je ne retenais que ce qui était positif chez ces personnes. Et depuis toujours, je croyais, à cause de cette idéalisation, que si quelqu'un de proche me disait quelque chose, c'était forcément la vérité, c'était forcément vrai. Et comme je suis une instinctive, plutôt dans l'action, par impulsivité, je croyais que tout le monde était pareil. Je regardais les gens avec le filtre de mon fonctionnement. Et ça me rendait aveugle. D'un côté, je n'ai pas vu que mon cher et tendre, en fait, il m'aimait pas, qu'il n'était pas présent lorsque j'étais malade comme une bête, par exemple, qu'il n'avait aucune écoute, pas de petites attentions, que seul le fait de cocher les cases, a priori, de la société, importait une femme, un chien, des enfants, une place sociale, un compte en banque, voilà. Mais j'ai pas vu que je faisais partie d'une vision du monde à construire et à maintenir, mais rien à voir avec qui je suis. Après, on fait tous des erreurs avec nos proches et avec que ce soit nos amis ou nos conjoints. Je vais vous parler d'une de mes erreurs.
j'ai fait une erreur de soutien. Une de mes plus grandes erreurs en tant qu'amie, et c'est aussi paradoxalement la plus grande chose que j'ai faite pour quelqu'un. Nos sources d'apaisement ou de stress ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Certains ont besoin du groupe, d'être intégrés à un ou à des groupes. D'autres personnes ont juste besoin de se sentir en sécurité, avoir un toit, de l'argent, à manger, et le reste est beaucoup moins important. Et enfin, d'autres personnes ont besoin de relations que l'on appelle tête-à-tête, c'est-à-dire de construire des échanges avec des gens, mais de manière ponctuelle, avec diverses personnes, et avoir des relations à deux avec ces personnes-là. Des relations d'amitié ou des relations de couple, mais des relations qui ne fonctionnent qu'en tête-à-tête. Mon ami se positionnait plutôt en mode victime parce que ne pouvait pas fêter les fêtes de Noël en famille et elle était en souffrance parce qu'elle considérait qu'elle n'avait pas de famille. Alors, j'ai réuni toutes ses amies qui le souhaitaient autour d'elle lors d'un dîner festif afin de lui fournir l'information: oui, tu as une famille d'amis autour de toi. Et en plus, ça permettait de fêter les fêtes en étant entouré. Voilà, l'intention, elle était là. Oui, tu as une famille et tu peux fêter les fêtes. Et quelques jours après, la personne était plutôt grognon, mais n'a jamais voulu exprimer le pourquoi. Alors déjà, à partir de là, toute l'histoire est partie en sucette parce que s'est engouffrée dans cette brèche une reine de la manipulation qui a affirmé ses raisons, ses explications complètement inadéquates en titillant les peurs de chacune, au passage, les malentendus, les frustrations, et c'est là que l'amitié en question a commencé à évoluer vers un grand mur. Mais au départ, pour une intention que je voulais bonne, je n'ai pas répondu à ce qui correspondait au fonctionnement de mon ami. Ça, c'est un fait. Il n'y a que récemment que j'ai compris que j'avais mis en stress l'ami en réunissant son groupe d'amis parce que son fonctionnement tête-à-tête avait été mis en danger. Alors ce qui est dommage, c'est qu'en parlant ouvertement, cette amitié, elle aurait peut-être pas évolué vers un mur, mais voilà. Donc il faut oser nous l'avouer, même nous faisons peut-être des choses pour nos amis qui ne sont pas ce qu'il leur faut pour les aider. Soyons humbles. Après, il y a le conjoint. Est-ce qu'un conjoint peut nous aider à nous connaître ? À l'époque, je connaissais pas mes fonctionnements et cette tendance à transférer en permanence sur l'autre qui nous sommes. À 2 reprises, lorsqu'une crise est arrivée dans mon couple, le premier reproche qui est sorti, le tout premier, c'était: tu es épanoui, j'ai une vie de merde. Et la seconde fois ayant mené au franchissement de la ligne rouge qui a mené à la rupture. Mais ce qui est intéressant, c'est le tu es épanoui, j'ai une vie de merde. J'ai pu observer et apprendre depuis qu'un couple, majoritairement, ça fonctionne comme un puzzle. L'un bouche les failles de l'autre et vice-versa. C'est un jeu de projection, de pouvoir et d'attente de certaines choses de l'autre afin de rassurer notre ego. Pour dire plus clairement, un des conjoints n'a pas forcément du tout intérêt à ce que sa moitié aille mieux, et encore moins à ce qu'elle aille bien et qu'elle s'assume. Parce que le conjoint restant, il se retrouve face à ses peurs, à ses failles, sans personne d'autre que lui-même pour les combler. Et s'il n'a pas l'envie de suivre et de travailler aussi sur lui, il y a un déséquilibre qui se fait jusqu'à la chute, jusqu'à la rupture du lien. Alors bien sûr, il existe des couples équilibrés dans l'écoute de l'autre qui sont ensemble juste parce que ça leur apporte de la joie, mais le pourcentage de ces couples est vraiment, vraiment petit dans notre société, où on consomme de la relation à tout va. Donc, comment voulez-vous qu'un conjoint vous aide à mieux vous connaître dans ces conditions ? Il y aura toujours une intention derrière ces réponses. Pour voir un petit peu comment fonctionne ce jeu, je vous conseille, si vous avez l'occasion, de voir le film Oui mais avec Gérard Jugnot. Il résume assez bien cette espèce de jeu qui arrange bien tout le monde et qui fait du mal à tous. Après, dans le cas où la démarche est conjointe, où chacun fait un travail de découverte sur lui-même, forcément,
la perception de l'autre aura une importance notable, surtout si maintenir la relation fait partie intégrante d'une priorité conjointe. Mais là, on traverse le travail à deux, donc c'est différent. Parce qu'on le dit, le changement appelle le changement. Donc forcément, quand on change nos comportements, notre regard sur les choses, sur les gens, ça va déclencher des changements, mais aussi autour de nous, ça va déclencher des changements. Il faut en avoir conscience. J'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, euh, quelqu'un qui a fait un travail sur lui et qui me parlait de sa conjointe qui n'avait pas du tout l'intention de faire ce genre de travail. Il m'a dit, je l'aimais avant de me connaître, pourquoi est-ce que je changerais d'avis sur cet amour à présent que je me connais mieux? Mais en fait, c'est souvent l'autre qui, resté figé dans une posture fermée, c'est souvent l'autre qui supporte pas l'évolution des choses et provoque les cassures à cause de ses peurs et de ses dépendances qui sont insatisfaites et qui le montent en stress. Essayez donc un peu de prendre du recul. Quelle croyance arrêtée votre conjoint a-t-il de vous? Est-ce qu'il connaît vraiment vos plus grandes peurs? Est-ce qu'il sait ce qui véritablement vous remplit de joie? Quand vous vous sentez bof, est-ce que vous sentez une écoute gratuite, sans avis, ou sans certitude, encore moins sans jugement? Est-ce qu'il vous connaît dans le boulot, ou seulement à la maison? Est-ce qu'il vous connaît quand vous êtes avec vos amis? Ou interprète-t-il vos actes en affirmant des intentions imaginées? Posez-vous un peu la question pour savoir si votre conjoint peut vous aider à vous connaître. À côté de ça, il y a les amis. Alors pour moi, la capacité des amis à nous connaître et nous aider à nous connaître, c'est quand même la plus grande des illusions qui concerne les relations, pour moi. Parce qu'en fait, les amis sont majoritairement subjectifs. L'amitié inconditionnelle ne parvient qu'exceptionnellement à survivre dans ce monde de consommation, parce que ce monde la voit sous un regard très jugeant et très critique. Les amis aujourd'hui ont des conditions au maintien d'une amitié. Ils sont peut-être projectionnistes avec vous, ou dépendants, ou manipulants, ou avec une vision du monde très fermée. Et pour beaucoup, pour rester amis, il faut être bien sage et pas sortir du cadre plus ou moins imposé par cette amitié qu'on va appeler, que souvent on appelle le respect. Il ne m'a pas respecté. En fait, c'est juste qu'on sort du cadre. L'amitié, elle est devenue binaire. Tu ne peux pas rester ami avec quelqu'un si tu as le malheur d'être ami avec son ennemi. C'est pas bien, tu as un devoir de fidélité absolue. À présent, en amitié, tu es pour moi ou contre moi. Alors forcément, dans ce genre de contexte, on ne dit forcément pas la vérité à un ami, et les amis qui vous disent «Bon, là, tu déconnes, ça va pas du tout», sincèrement, ces amis-là, on les compte sur les doigts d'une main. Et personnellement, ce sont eux qui m'ont sauvé. Ce sont eux qui ont patiemment reçu mes besoins de m'épandre quand j'ai eu ce qu'on peut appeler une crise existentielle, identitaire plutôt, une crise identitaire. Mais c'est aussi eux qui m'ont donné les coups de pied aux fesses qu'il fallait. Et c'est en cela que les amis sont vraiment indispensables. Les amis qui vous mettent le coup de pied au cul qu'il faut pour vous obliger à prendre du recul et vous observer dans vos réactions et vos erreurs, quitte à risquer de vous perdre, on n'en connaît pas beaucoup. Mais sincèrement, il faut apprécier ce qu'ils vous offrent. Cette possibilité de prendre du recul est là de réussir à vous connaître. Je me suis fait rouler dans la farine à cause de la confiance dans l'amitié. Des compliments à 2 balles, la pommade de l'ego, les affirmations aussi qui me disaient «tu es comme ceci, tu es comme cela». Et en fait, ça n'avait, mais alors, rien à voir avec mon fonctionnement réel. J'ai perdu un temps fou à faire le ménage là-dedans après. Je me suis aussi fait rouler par ce qu'on appelle les jugements miroirs. C'est-à-dire qu'on t'envoie des jugements qui ne te concernent pas du tout, mais qui sont des jugements liés à l'histoire de l'ami en question. Et en situation de crise, je vous jure que ça va très très vite. Les amis projettent très vite leurs propres peurs et leurs propres rancœurs sur la personne. Et ils brossent un portrait de ton nouvel ennemi complètement hors du réel.
Et que ce soit positif ou négatif, tout ce qu'ils vont projeter dans ces circonstances-là n'aura rien d'utile pour réussir à se connaître. Alors attention, ça n'empêche pas la sincérité des relations. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'objectivité qu'il n'y a pas de sentiment. C'est juste que ce sont des informations qui nous sont envoyées par ces personnes autour de nous qui ne vont pas nous aider à y voir clair en nous. C'est ça surtout qu'il faut réussir à percevoir et à comprendre. Pourquoi croyez-vous qu'un médecin ne pose pas de diagnostic sur ses proches? Justement parce que les sentiments s'en mêlent. Et bien en amitié, c'est pareil. On devrait faire super attention à offrir un support solide, inconditionnel à celui qui creuse en lui, mais en mettant notre diagnostic dans notre poche au lieu de lui afficher comme étant la vérité. Alors pourquoi je dis que les compliments sont aussi dangereux que les jugements critiques? Quand vous êtes dans une situation de stress ou de crise, que vous cherchez des réponses sur vous-même, que l'on vous sert des jolis compliments de flatterie. Tu es le plus beau, tu es fantastique, blablabla, blablabla. C'est sûr que ça rassure l'ego, et lui, ça peut l'aider. Mais c'est aussi une belle peau de banane sur laquelle le premier reproche que va nous faire la personne en question, on va glisser dessus, surtout s'il est basé sur un comportement mal interprété. Il faut faire très attention entre ce qui nous rend fiers et donc va flatter notre ego sans pour autant mieux nous connaître et ce qui nous rend apaisés, ce qui est bien, ce qui est plus en lien avec le moi profond très certainement que nous avons en nous et qui nous offre une vraie piste de découverte. Il faut bien distinguer les retours positifs ou négatifs que l'on nous fait sur nos comportements des retours qui sont faits sur notre identité. Les premiers, ceux qui sont donc faits sur nos comportements, ça va être des boussoles pour nous améliorer et trouver nous-mêmes nos intentions profondes. Les seconds, ces retours qui sont faits sur notre identité par l'entourage, ils nous mettent dans une case avec des jugements, d'où on aura un mal de chien à sortir. Tu es folle. Comment voulez-vous corriger si ça fait partie de vous? C'est votre identité. Ah, le comportement là que tu as eu, on aurait dit une folle. Là, c'est pas pareil, c'est votre comportement. Là, vous pouvez prendre du recul et vous dire, tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai agi comme ça? Et chercher la réponse. Dès l'instant où on vous dit tu es ceci ou tu es cela, c'est identitaire. Si vous rentrez dans ce jeu-là, vous allez vous piéger et vous n'arriverez plus à trouver vos intentions profondes et qui vous êtes. On vous dit tu es colérique. Donc c'est identitaire. Donc si c'est moi, je ne pourrai jamais changer ça et j'ai même pas à chercher pourquoi. Si on te dit tu as un problème avec la colère, tu ne sais pas la gérer dans tes comportements, là, c'est différent. La porte est ouverte pour chercher les blocages, les traumas, les peurs, le conditionnement qui fait qu'on a un souci avec la colère. Parce que ce n'est pas nous, c'est juste dans nos comportements, nos intentions profondes font qu'on montre un problème avec la colère. Et le positif, c'est exactement pareil. Tu es bienveillante. Ok, compliment identitaire. Yes, top fierté, je coche la case des bienveillants. Le Graal ultime, je suis bienveillante. C'est donc ma nature profonde, ok. Donc, injonction possible pour soi et l'entourage, on n'a pas le droit de sortir de cette attitude. On se doit d'être bienveillant en tout temps, en toute heure. La moindre dérive et on va vous remettre sur le droit chemin. À côté de ça, si on vous dit « Waouh, ce que tu viens de faire, c'est vraiment bienveillant », là, on a une action juste. Et c'est une super piste pour l'explorer. Pourquoi nous avons réussi l'action juste? Quelles ressources existent en moi pour avoir réussi ça? Et ainsi, cette ressource trouvée pourra nous servir à d'autres contextes, pour d'autres actions. Mais ça ne va pas nous définir pour la vie, pour chacun de nos actions, comme étant forcément nous-mêmes. Et quand ce sont les mêmes personnes qui vont se servir des beaux compliments de flatterie sur un plateau et qui ensuite, quand ils sont en colère ou qui veulent casser le lien qu'ils ont avec vous, ils vont vous servir les plus gros jugements et vous poser le dédain sur le même plateau, là c'est la porte ouverte à la violence interne. On va entrer dans le conflit interne extrêmement violent qui peut détruire et qui
si on porte un profond sentiment à l'égard de ces personnes. Donc méfions-nous autant des trop beaux compliments. Ils ont un tranchant caché quand ils se retournent contre nous. Tout ce qui est identitaire, il faut s'en méfier, parce que l'extérieur ne peut pas savoir qui nous sommes à l'intérieur. Comment s'aider avec nos proches? Bonne question. Moi, je dirais qu'il vaut mieux croiser les informations. Si on a une question qui nous taraude concernant la perception que l'on a ou un comportement, essayez de voir les différentes réponses des différentes personnes qui sont autour de nous. Demandez à plusieurs, croiser les informations. En faisant ça, on arrivera à mieux distinguer les jugements des avis plus neutres. Après, faites très attention à garder du recul sur ce que vous disent vos proches. N'oubliez pas qu'ils ont eux-mêmes un filtre, ils ont eux-mêmes des peurs. Et ce sont des informations certes intéressantes, mais teintées de qui ils sont. Évitez de prendre des affirmations du type « tu es ceci, tu es cela ». Tout ce qui est affirmation et injonction identitaire ne va pas vous aider à vous connaître. Au contraire, ça risque de vous mettre sur une mauvaise piste. Et un petit exercice peut-être final, amusez-vous à voir les diverses réactions de votre entourage sur une même question vous concernant ou sur l'idée d'un petit projet perso. Je me demande si je vais pas quitter mon boulot pour faire autre chose qui me correspond plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire autour de vous, les gens? Ou alors, tiens, je vais aller vivre dans une communauté. Ou alors un type de projet de ce genre. Pas forcément un vrai projet à vous, mais juste pour voir les retours qu'on va vous faire. Ça peut vous donner des informations sur la capacité à être objectif des gens qui vous aiment. Nous avons besoin de nos amis, de nos relations, de nos chéris. Nous les aimons, ils nous aiment. Ça, c'est clair. Leur rôle est de répondre aux besoins de la meute. Leur rôle est lié à l'interdépendance qui est nécessaire à l'homme pour vivre. Je vous rappelle que des bébés que l'on ne touche pas, ils meurent. Ils sont des sources de soutien, de solidité, d'appui. Mais vraiment, c'est très très rare, voire exceptionnel, que vous allez croiser ceux qui vont pouvoir vous aider à mieux vous connaître et vous révéler à l'intérieur. Presque, vos ennemis seront beaucoup plus efficaces pour cet objectif. Parce que si vous creusez ce en quoi ils vous énervent, vous pouvez découvrir des choses très intéressantes. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur le piège de nos relations pour nous aider à nous connaître. Et je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. Au revoir.